Alors, dans cette capsule-ci, on va entrer de plein pied dans notre sujet qui est la cinématique, c'est-à-dire la description du mouvement. On va aborder la description de deux sortes de mouvements, les mouvements en translation dans l'espace et des mouvements en rotation dans l'espace. Ça va nous faire passer par les chapitres 3 et 4 pour la translation et ensuite on va aller faire un saut au chapitre 11 pour la rotation. Le chapitre 11, on va y revenir à trois différentes trois différents instants à chacun de nos modules pour l'application à la rotation. Alors, on va commencer par donner des définitions dont on va ensuite pouvoir se servir. Alors, je me tourne vers les diapos. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est une description de la... On va introduire la notion de position. Pour un corps qui se déplace dans l'espace, on va la plupart du temps le représenter par un seul point qui se déplace. Ça pourrait être son centre de masse ou ça pourrait être un point sur l'objet. Au laboratoire, on va à l'occasion travailler avec des petits chariots montés sur roues et on pourra prendre par exemple un point à l'arrière ou à l'avant du chariot et référencer la position de ce point-là à un système de coordonnées. Or, le mouvement, ce qu'il caractérise, c'est évidemment des longueurs, par combien de mètres ou de kilomètres on s'est déplacé, mais au moins aussi important, c'est la direction, dans quel sens allons-nous. Or, la cinématique va toujours être vectorielle. On va référencer la position d'un objet à un système de coordonnées et ce système de coordonnées-là aura une direction positive et négative. Au chapitre 3, on commence avec des mouvements en une seule dimension, soit horizontale, soit verticale, pour établir nos définitions. Donc, première définition, position. Un point de l'objet en référence à un point, une marque sur notre système de coordonnées. La position R, dans ce cas ici, sera une certaine valeur de X dans la direction I pour, qui indique la direction positive de l'axe des X. Le I veut dire une unité. Ici, les unités sont des mètres. Ça aurait pu être des centimètres, des kilomètres, ou ça pourrait être même compté en nombre de tuiles sur le plancher. Les positions X1, X2, X3 sont valeurs 50, 100, 130 et ainsi de suite. Deuxième définition, le déplacement. Le déplacement, ça va être la différence entre une position et une position initiale. On va toujours dire une position finale moins une position initiale. Ce qui est important de remarquer ici, c'est que le XF ou le XI sont des vecteurs. Ainsi, par exemple, le XI pourrait être une position négative sur l'axe. Supposons que XI soit égal à moins 20. Ici, on ferait XF moins 20. Alors, il faudrait tenir compte du fait XI et XF peuvent en tout temps être soit positifs, soit négatifs. On va se donner des graphiques comme celui-ci. On voit l'axe des X, le déplacement en X, en fonction du temps. Alors, pour chaque position dans le temps, on a une position dans l'espace. On va introduire maintenant une autre définition qui est la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, sa définition, ça va être le delta X. Le delta X, on se rappelle, c'était notre déplacement XF moins XI. Donc, XF moins XI divisé par le temps, c'est-à-dire donc un déplacement en mètres divisé par un temps en secondes, ça pourrait être des kilomètres par heure, et ainsi de suite. Ben, c'est vectoriel. V moyen est égal à delta X sur delta T. Incidemment, la façon dont on parle habituellement de façon courante, la vitesse n'est pas la définition que je viens d'introduire. La vitesse, telle que je viens de l'introduire et qu'on va utiliser la plupart du temps, c'est une quantité vectorielle. Alors, je vais vous donner la différence entre la vitesse moyenne vectorielle, xf moins xi sur t, et notre définition courante sans nuance de la vitesse. Imaginez que je
parte en voiture de ma cour, chez moi, je me rends à Québec, j'arrête et je reviens chez moi. Ma vitesse moyenne serait xf moins xi sur 6 heures, serait 0. Pourquoi? Parce que x final est égal à x initial. Dans notre définition de la vitesse moyenne, on devrait conclure que la vitesse est 0. Par contre, la vitesse dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle la vitesse scalaire moyenne. Vous la verrez définie dans votre manuscrit. La vitesse scalaire moyenne, c'est la distance divisée par le temps. Il est faux de penser que j'ai fait 0 mètre ou kilomètre heure pendant 6 heures. Mon réservoir est à peu près vide de la voiture. En fait, la distance, ça serait 600 km divisé par 6 heures. Ça donnerait une vitesse scalaire donc non vectorielle, scalaire moyenne de 100 km/h. Je retourne au diapo. La vitesse moyenne, c'est la vitesse. La vitesse scalaire moyenne, c'est la vitesse qui, si elle avait été appliquée de façon constante, m'aurait permis de passer du point 1 au point 1, 2, 3, 4, au point 4 dans le temps de 30 secondes. Or, à vitesse constante, moyenne, on serait passé de ce point, du point initial au point final. Cependant, ça ne donne pas les détails du mouvement. On voit ici qu'on a fait un petit peu plus de déplacement dans les 10 premières secondes. Après ça, la rapidité du mouvement s'est affaissée. Or, si on veut suivre de façon précise le mouvement, il va falloir trouver autre chose. Bon, la vitesse moyenne, ça va donc être le taux de variation du déplacement par unité de temps. Taux de variation du déplacement en mètres par unité de temps. Ça nous donne, si le chariot, par exemple, l'objet, s'était déplacé constamment à cette vitesse-là, il serait en effet passé du point 1 au point 4 dans les 30 secondes, mais on n'aurait pas vu les détails fins du mouvement. On va donc devoir introduire une autre définition qui est la vitesse instantanée. Or, pour passer du point P au point Q1, ben, on peut dire qu'on aurait cette vitesse moyenne-là qui donnerait le même résultat, mais ça ne nous aurait pas montré les détails fins du mouvement. Ou on pourrait dire que la vitesse moyenne de P à Q2 ou de P à Q3, alors vous voyez un peu que si on prend des intervalles de plus en plus courts, la vitesse moyenne tend à se rapprocher de la tangente locale à la courbe. La tangente ici est très accentuée, ici elle est plus vers l'horizontale, ici pratiquement horizontale. Or, si on veut connaître les détails fins du mouvement, on va utiliser plutôt la vitesse instantanée. La pente ou la tangente locale à la courbe, c'est quoi? C'est notre opération de dérivée. Lorsqu'on fait tendre delta t vers 0, le delta x lui aussi tend vers 0 et c'est dx dt. Et si on regarde ici, la pente locale, elle est très accentuée mais négative, c'est-à-dire le mouvement est en train de reculer par rapport à x. Ici, elle est 0, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pratiquement pas de variation d'un côté ou de l'autre. La vitesse est nulle. On change de sens. À partir d'ici, la vitesse va augmenter et donc la vitesse est positive, donc la valeur de x est en train d'augmenter. Ce graphique-ci nous indique que le mobile est en train d'aller vers la direction négative des x, s'immobilise, puis repart dans la direction positive. Ici, sa vitesse est plus grande que là. Donc, la pente indique la grandeur et la direction du mouvement. Incidemment, si on regarde, vous avez peut-être déjà vu dans des films ou par exemple sur une chaîne de montage dans le secteur de l'automobile,
on a des robots pour aller déposer de la peinture sur les voitures. La voiture avance avec une forme tridimensionnelle qui peut être assez complexe et il s'agit pour le robot d'aller se rapprocher suffisamment au bon endroit avec son fusil pour déplacer de la peinture. Si le mouvement ne tient pas compte des détails, le mouvement du bras du robot ne tient pas compte des détails fins du mouvement et de la forme géométrique de la voiture, ben, on va déposer de la peinture là où on n'est pas supposé et on va éventuellement créer une collision entre le bras robotisé et la voiture. D'où l'idée d'aller regarder de façon fine le déplacement. Alors, sur ce point, immédiatement, non, pas tout de suite, on va regarder la prochaine diapo. Ici, on a un graphique de la position en fonction du temps. Si on prend la pente, c'est-à-dire la dérivée, on arrive à un autre graphique qui est la vitesse en fonction du temps. Et on va voir tout de suite après que on peut, ça c'est en allant vers la droite, par la dérivée, on passe d'un graphique de position en fonction du temps à un graphique de vitesse en fonction du temps. Mais on va voir qu'on peut aller dans le sens inverse, partant d'un graphique de vitesse en fonction du temps et calculant l'aire sous la courbe ou l'intégrale de ce graphique, on va retrouver la position en fonction du temps. Et c'est ainsi que fonctionne concrètement la technologie pour la description du mouvement et celle qu'on applique en robotique ou, par exemple, la voiture autonome. Alors, je vais aller regarder immédiatement avec vous un exercice qui va nous permettre d'appliquer le concept de vitesse instantanée. C'est le problème 10 en page 83 de votre manuscrit. La position d'une particule est donnée par cette équation ici, moins 2,5 plus 1,4 t, le temps, moins 0,5 t cube, et on pose différentes questions. Quelle est la vitesse à 0 secondes, à 2 secondes? L'instant, la position est-elle maximale? Alors, on va aller regarder une solution que j'ai donnée de ce problème-là. On va aller le regarder. Je vous ai mis la solution sur Colnet en format PDF. Alors, dans ce qu'on va voir, vous allez voir très souvent ce petit point rouge. Je vais m'en servir comme curseur lorsque je vais décrire un problème. Alors, on a donc notre équation où t est la variable temps. On nous demande d'abord la vitesse à t égale 0 secondes. On applique le fait que la vitesse, c'est la dérivée première de la position en fonction du temps. On dérive cette équation ici. Ça donne 1,4 moins 3 fois 0,5, donc moins 1,5 t carré. Et on applique cette équation ici à 0 secondes. Ce terme-ci ne contribue rien. La vitesse serait positive, 1,4 mètres seconde. Donc, à ce moment-là, le mobile se déplace dans la direction positive de l'axe des X. À 2 secondes, on refait la même chose et on introduit la valeur 2 pour le temps. On aura donc 1,4 moins 1,5 fois 4 et ça donne une vitesse maintenant négative, 4,6 mètres par seconde. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on nous demande la position maximale atteinte par le mobile. Ce qui se passe, c'est qu'aux valeurs très faibles de t, on part du négatif, moins 2,5, et x augmente en raison du 1,4, plus 1,4 t. Mais quand t devient plus grand, c'est le facteur moins 0,5 t cube qui va dominer, et x va recommencer à aller dans le négatif. Entre un mouvement positif et un mouvement négatif, bon, on sera passé par un endroit où la vitesse est temporairement 0 au moment où il y a changement de sens. Je vais aller regarder avec vous un chiffrier Excel sur lequel j'ai écrit. Ici, dans la première colonne, on a du temps qui est évalué par 0,1 seconde. Ici, j'ai notre équation du mouvement qui a été moins 2,5 plus 1,4 fois A3 c'est le temps,
moins 0,5 fois A3 au cube, qui est le temps au cube. Or, ici, on a l'équation du mouvement et on la voit appliquée pour chacun des temps. On a l'équation du mouvement. Et ici, j'ai mis l'équation de la vitesse. On avait 1,4 moins 1,5 t carré qui est ici. Et ici, on voit les graphiques. À droite, on voit le graphique de la position en fonction du temps et on voit effectivement qu'on part d'une position négative, on va vers le positif et puis le mouvement s'inverse. À cet endroit ici, la pente, la vitesse est nulle. Regardez, elle passe par zéro. À cet endroit ici, la vitesse passe par zéro et elle va être toujours de plus en plus négative. La position est négative, la vitesse est négative. Au début, la vitesse est positive, ça commence à plus 1,4, ça passe par 0, ou à l'endroit où il y a le changement de direction. Alors, on va retourner à la solution du problème. Pas ici, celui-ci. OK. Alors, l'endroit où on atteint la valeur maximale de x, c'est l'endroit où la vitesse a changé de sens, donc à 0. C'était à ce temps-là, de 0,966 secondes. La position, on prend ce temps-là et on le réinjecte dans l'équation de la position et on trouve que c'était à moins 1,6 mètres. Alors, je vais retourner à nos diapos et on va aller regarder. Donc, on vient de voir qu'on peut passer d'un graphique de position à un graphique de vitesse en appliquant l'opérateur dérivé. Mais ici, on va montrer qu'en sens inverse, on peut revenir du graphique de vitesse à celui de position. Pourquoi? L'intégration, c'est-à-dire l'air sous la courbe. Si vous regardez les unités, l'air ici, c'est la hauteur fois la largeur, c'est donc des vitesses, kilomètres-heure par des heures. Le résultat sont des kilomètres. Donc, l'air sous la courbe ici, ces unités sont des unités de déplacement. On va aller regarder, bon, pour un mouvement dans lequel la vitesse est constante, qu'on va appeler un MRU, l'air sous la courbe est très facile à faire. Mais si la vitesse varie d'une façon non linéaire, ça peut devenir très difficile et c'est là que va intervenir l'opérateur d'intégration. Pourquoi? Pour calculer l'air sous la courbe ici, au lieu de prendre un grand rectangle comme ça dans lequel on aurait beaucoup d'erreurs, on va diviser l'air sous la courbe en tout petits rectangles, chacun étant le plus proche possible de la valeur instantanée de la courbe, et on va faire l'addition de toutes ces petites aires-là, et ce qu'on appelle l'intégrale, c'est une somme sur un très grand nombre de petites portions de l'air sous la courbe. Une application de ceci, ben, c'est l'exercice 3.E8 de votre manuscrit. On va aller le lire et on va regarder la solution ensemble. Alors, dans cet exemple-là, on nous donne la vitesse d'un objet en fonction du temps. Or, l'objet part à t égale 0, il était à la position x par rapport au système de coordonnées, et on veut savoir sa position finale à 50 secondes. Et il s'agit en fait d'intégrer, de produire l'air sous la courbe. Ici, je vais aller regarder la solution que je vous en ai donnée. Encore là, mon petit curseur. On va diviser cet air sous la courbe. La courbe, l'air sous la courbe ici, c'est jusqu'à l'axe des X. Et ici, ben, ça va être cette portion-là. On voit ici que l'air sous la courbe est toute positive, donc ça va ajouter à la position initiale, tandis qu'ici, l'air sous la courbe va être négative. J'ai séparé ça en 6 portions différentes. Un rectangle ici, un triangle ici qui est la moitié de ce rectangle-là, un autre rectangle ici, plus un triangle ici qui est la moitié de ce grand rectangle-là, un autre triangle ici qui est la moitié de ce rectangle-là, et ce dernier triangle-là, A6, qui est la moitié de ce rectangle-là. Les calculs sont
illustré ici. Notre delta x, quand on additionne les 6R sur la courbe, A6 étant négative à cause de la verticalité était négative. Bon, on a un déplacement total de 105 mètres, mais delta x, c'est xf moins x0 et on nous demande xf, donc ce sera égal à x0 plus le delta x, ça sera 115 mètres. OK, alors ceci va terminer la présente capsule. Pour la prochaine, on va aller commencer à étudier un premier mouvement de façon précise, qui est le mouvement MRU, mouvement rectiligne, c'est-à-dire en ligne droite, U à vitesse uniforme, ou constante.